Donc, eh bien, je vais me présenter. Je suis Madame Moreau. Je suis résistante de Châtellerault. Toute ma résistance s'est passée à Châtellerault, à la manufacture d'armes particuliers. J'ai été arrêtée le 17 février 1943 par la Gestapo et conduite à la prison de la Pierre-Levée à Poitiers pour y subir les interrogatoires qui étaient très durs. Au bout d'un mois, on nous a transférés au camp de Romainville, près de Paris. En attendant la déportation, c'était un camp de transit où nous sommes restés un mois. De là, nous avons été conduits à Compiègne, où là, c'était le grand départ pour l'Allemagne. Nous avons donc été conduits à la gare, où nous avons été parqués dans des wagons à bestiaux. Vous savez, c'était très dur quand, dans ces wagons, nous étions une 80, où il fallait, c'était prévu de contenir 8 à 10 chevaux. Nous étions plus de 80, dans la promiscuité, sans boire, sans manger. Et vous savez, c'était très dur. Ce voyage a été affreux, épouvantable. Enfin, au bout de 3 jours, nous voici arrivés au camp de Ravensbrück, à la gare de Fürstenberg d'abord, où là, les SS du camp de Ravensbrück nous attendaient avec leurs schlag, avec leurs chiens, prêts à nous mordre. Il fallait descendre très vite de ces wagons, qui étaient quand même assez hauts. Nous étions jeunes, puisqu'on avait 20 ans. Alors, on pouvait sauter, mais parmi nous, il y avait des femmes qui étaient plus âgées, 60, soixantaine d'années. C'était beaucoup plus dur. Elles étaient moins agiles, évidemment. Bon, alors, les SS étaient là à nous presser. Et celles qui n'allaient pas assez vite, eh bien, elles recevaient un coup de schlag et les chiens étaient là, prêts à nous mordre. Alors, en rang par 5, jusqu'au camp de Ravensbrück, où il y avait environ 2 kilomètres à parcourir à pied. Alors, arrivé au camp, nous voilà devant la porte du camp où il y a une grande inscription « Arbeit marche frei ». Bon, ça voulait dire que le travail rend libre. C'est pas ce qu'on a constaté, vous savez. Donc, on nous parque dans la grande place qu'il y avait, là, la place sur laquelle on subissait les appels. Alors, au bout d'un certain temps, on nous a appelés pour passer dans l'administration allemande. Alors, notre identité, évidemment, et puis le pourquoi, nous étions arrêtés, et puis on nous fait passer dans une autre salle, où là, on nous dépouille complètement de ce que nous avions, nous voilà toutes nues. Et le rasoir avait fait son œuvre partout, hein. Et puis on nous fait passer dans une autre salle, où là on nous donne une chemise déjà pleine de poux, et puis une robe et une veste. Voilà la veste que nous avions avec notre numéro matricule, parce que arrivé là-bas, on perdait notre identité. Nous n'étions plus que des numéros. 19 360 j'avais, il fallait que je le sache en allemand. J'aime mieux lui dire que je ne l'ai jamais su. J'ai pris l'éclat pour ça, vous savez, parce que je ne pouvais pas et je ne voulais pas me le mettre dans la tête.
Alors, lorsque nous avons été habillés dans ces fameux vêtements, eh bien, on nous a conduits dans un bloc. C'était un baraquement, où là aussi, c'était la promiscuité. Qu'est-ce qu'on nous a donné à manger le soir en arrivant? Une soupe de rutabaga, c'était ça la nourriture là-bas. Une soupe de rutabaga ou une soupe de betterave à vache. Mais il y avait que ça, il fallait bien le manger. Hein. Bon, et alors, nous avons donc passé la nuit sur des chalets étagés en 3 étages, très étroits, parce que les pieds de l'une touchaient la tête de l'autre. Hein. Il fallait se dormir comme ça, en faisant attention de ne pas se faire voler nos vêtements. On couchait tout habillé, évidemment, mais quand même, on enlevait nos godasses. Les godasses, si on ne faisait pas attention, le lendemain matin, il n'y en avait plus. Et puis, le lendemain, c'était la pelle. Alors, la pelle, c'était quelque chose d'affreux. Hein. À 3h30, 4h, déjà, la sirène sonnait. Alors, fallait se dépêcher de se lever, arriver à mettre un peu les couvertures sur nos fameuses paillasses, bien carrées quand même, et puis se dépêcher d'aller faire notre toilette lorsqu'il y avait de l'eau, parce qu'il n'y avait pas toujours de l'eau dans les robinets. Mais comme nous voulions conserver notre dignité, on se dépêchait d'y aller dans les premières pour pouvoir se laver et puis être digne de nous-mêmes. Et alors après, c'était les appels pour aller au travail. D'abord, c'était les appels en général pour compter tout le monde. Alors, lorsque les comptages étaient terminés, c'était encore un autre appel pour aller au travail, dans différentes colonnes, parce qu'il y avait différents travaux à faire, soit dans les usines, soit dehors, à faire des tranchées, à faire des routes, à décharger des péniches. Et tout ça, chacune connaissait sa colonne et fallait donc aller dans ces fameuses colonnes pour pouvoir nous recompter à nouveau et aller au travail. Bonjour. Très satisfait de me retrouver devant vous et même un peu intimidé parce que c'est vrai que je ne me sens pas l'âme d'un pédagogue et j'ai toujours peur de ne pas pouvoir expliquer correctement tout ce que vous me demandez. Moi, je suis issu d'une famille de résistants et malheureusement, bien sûr, une famille qui a payé lourdement puisque j'ai eu dans ma famille 3 fusillés et 2 qui sont morts en déportation. Seul, moi, je suis revenu de ceux qui ont été arrêtés et d'autres membres de ma famille, bien sûr, ont travaillé dans les maquis et ont réussi à aboutir à la libération à peu près indemne. C'est dire que je garde de cette période quelque chose d'assez profond et je pense qu'il faut, j'ai le devoir même de vous transmettre à vous cette mémoire. D'ailleurs, j'ai la chance d'avoir eu 5 petits-enfants, 8 arrières, qui ont votre âge d'ailleurs, à peu près, les arrière-petits-enfants, et qui me demandent souvent quelques explications sur cette vie de résistant que j'ai eue. Je suis originaire de la Charente-Maritime, et c'est là que j'ai été arrêté, en Charente-Maritime, le 21 septembre 1942, et bien sûr, j'ai été déporté, moi aussi, dans les conditions que vous a expliquées d'ailleurs Mme Moreau tout à l'heure. Dans les camps, j'ai vécu, disons, dans trois endroits différents. Le grand camp de Sachsenhausen, d'abord je voudrais vous dire que le camp de Sachsenhausen est un camp qui existait à partir du moment où Hitler a pris le pouvoir, en 1933. Le 21 janvier 1933, il a été nommé chancelier du Reich, et 3
3 mois après, les premiers camps de concentration s'ouvraient. Le camp de Dachau d'abord, hein, et une soixantaine de camps sauvages, dont le camp de Oranienburg, qui se trouvait dans des bâtiments désaffectés, hein, dans le centre même d'Oranienburg, qui était une petite ville de 25 000 habitants. Et par la suite, à partir de 1935, s'est construit le grand camp de Sachsenhausen, qui est devenu d'ailleurs le camp le plus important par le fait qu'il se trouvait à proximité de Berlin et qui est devenu le camp mère, si on peut dire, de tous les camps de concentration, puisqu'il y avait l'inspection générale des camps qui se trouvait à la porte même du camp de Sachsenhausen, hein, et c'est là que l'administration de tous les camps de concentration se faisait. Donc c'est un camp très important, par le fait que souvent les gens pensent que la déportation, ça a concerné à partir de 1940 ou 1941. Or, les camps de concentration existaient depuis 1933. Il y en avait déjà une soixantaine en 1933, et il s'en est développé beaucoup, puisqu'il y a, en dehors des 22 grands camps de concentration qui groupaient de 30 à 40 000 personnes, il y avait 2200 camps de concentration en Allemagne. Vous voyez, les camps de concentration, voilà la porte de mon camp, si on peut dire. C'est l'extérieur du camp, et photographié de l'entrée du camp, où les mitrailleuses braquent en somme sur toute... et la deuxième photo, c'est la photo de l'intérieur du camp, l'entrée mais vue de l'intérieur, et vous assistez là au départ des commandos qui s'en vont sur les différents endroits où ils vont travailler. Moi, pour ma part, j'ai travaillé à 3 endroits, comme je vous le disais, à Sachsenhausen, c'est-à-dire le grand camp où on a été accueillis, un camp de concentration, enfin les grands camps de concentration étaient en somme des camps où étaient groupés tous les déportés qui venaient de toute l'Europe centrale. Hein, tous les déportés étaient groupés dans les différents camps comme ça, et ensuite dispatchés dans des commandos. On appelait ça des commandos, c'était des endroits où travailler, en somme, soit dans les usines, soit dans des endroits spéciaux, au déchargement, comme vous disiez, mon ami, tout à l'heure, des péniches ou autre chose, hein, c'est ça. Mais disons que le camp central était le camp où étaient dispatchés tous les déportés selon les besoins des industriels allemands. Et parce qu'à partir de 1936, disons que l'internement, puisque c'était que des Allemands à l'époque, hein, qui étaient dans les camps de concentration, l'internement a commencé à devenir un internement économique, c'est-à-dire qu'on s'est servi des humains, en somme, pour des bagnards, si on peut dire, hein, pour faire fructifier, en somme, l'industrie allemande. Et bien sûr, qui s'est développée au fur et à mesure des conquêtes, en somme, de l'hitlérisme en Europe. Et bien sûr, à l'époque où moi j'ai été déporté, il y avait déjà des camps dans toute l'Allemagne, des grands camps dans toute l'Allemagne, camp de Sachsenhausen, mais en Dachau, Buchenwald, Neuengamme, etc. Et le camp de Ravensbrück qui s'est construit en 1939. Et donc, on s'est dispatché dans les différents endroits pour travailler. Et les SS, en somme, qui avaient leur propre entreprise. D'ailleurs, moi j'ai travaillé dans les entreprises SS, à Klinker ou à Henkel, et également dans le camp en mer. C'est-à-dire que, en ce qui concerne le travail dans les camps de concentration, je le connais parfaitement bien comme bon ami, puisque tout le temps de notre déportation, nous avons été appelés à travailler dans différents endroits. Voilà. Alors, je pense que je pourrais répondre à toutes vos questions, mais je puis vous dire que c'était très très dur, le travail que nous avions à accomplir, parce que nous étions considérés comme des bêtes de somme, nous n'étions pas considérés comme des hommes, nous avions un numéro, et c'est par ce numéro que nous devions répondre. C'est-à-dire, était abolie toute personnalité des individus.
nous étions de la chair humaine, travaillant pour le Grand Reich allemand. Eh bien, comme je vous disais, il y a des différents travaux d'organiser. En ce qui me concerne, moi, en arrivant, j'ai travaillé dans un atelier où on faisait les vêtements des SS. Je cousais des boutons sur les vestes et je cousais des têtes de mort sur les calots des SS. Bon, ceci pendant 12 ou 13 heures de jour ou de nuit. Donc c'était des longues journées et des longues nuits. Mais je n'y suis pas restée longtemps. J'ai été appelée à travailler dehors, à faire des terrassements, à décharger les péniches, les matériaux qui arrivaient sur les péniches, parce qu'il y avait un beau lac à Ravensbrück, qui est toujours d'ailleurs. Et dans ces péniches, il y avait différents matériaux, des briques, du charbon, des matériaux pour faire les routes. Et alors, il fallait entasser tout ça dans des wagonnets qui étaient montés sur des rails et qu'il fallait traîner. Il n'y avait pas de moteur, hein. Les moteurs, c'était les déportés qui étaient attelés sur environ 5 ou 6 de chaque côté d'un câble qu'il fallait tirer. Donc c'était très dur, vous savez, à tirer ça. À un moment donné, boum, les wagonnets étaient trop lourds, les rails mal mis. Et ben, il fallait relever tout ça et puis continuer à emmener ça à un endroit destiné. Il y avait des pierres qu'il fallait décharger pour faire des routes. C'est ce que j'ai fait. J'ai entassé avec mes camarades, on entassait les pierres dans une certaine surface pour faire cette route. Et ensuite, il y avait un gros cylindre qui pesait 800 kilos à traîner comme ça pour enfoncer ces cailloux. Vous savez, je suis retournée à Ravensbrück en pèlerinage plusieurs fois. J'ai revu ce tassement de cailloux devant le lac là, que nous avons fait. Il dure tout le temps. Hein. Je vous assure que ça, c'était très dur. Alors, j'ai fait ça pendant plusieurs mois. Et puis un beau jour, on m'a dit, toi, tu t'en vas travailler en usine. Je suis donc partie en usine, où j'ai retrouvé mes deux camarades de Châtel-Rodez, qui, elles, travaillaient là depuis le début. Alors, nous travaillions en usine à faire des pièces pour les V2, pour les avions. Alors, je suis restée là quelques mois. Et puis, un beau jour, on m'a encore changé. On m'a envoyé dans une usine souterraine, dans une forêt, où là, c'était voué à l'extermination. Cette usine a été construite par des prisonnières. Elles ont fait les terrassements, elles ont fait la maçonnerie, elles ont fait la charpente, elles ont transporté les grosses machines. Et bien, moi, quand je suis arrivée, j'ai travaillé sur une machine qui était bien plus grosse que moi, bien sûr, et qu'il fallait faire un certain rendement. Mais comme j'avais point envie de faire du rendement, l'équipe contraire qui travaillait avec moi, elle, celle qui travaillait sur ma machine, faisait le rendement qu'on lui demandait. Eh bien, un beau jour, il y a la femme SS qui nous gardait, elle est tombée sur moi, et puis j'ai reçu les coups de schlag, et puis on m'a dit, tu vas faire, j'ai compris comme ça, hein, parce que je ne connaissais pas l'allemand, tu vas faire le même rendement, sinon, gare à toi, c'est le bunker.
Bunker, c'était terrible, ça. Bunker, c'était la prison où on torturait. Alors, ben, j'ai fait attention, mais j'ai jamais fait le rendement, hein. Bon, alors, vous savez, dans cette usine qui était en forêt, éloignée de tout, on n'avait rien à manger. Il y avait des bœufs qui faisaient les transports de matériaux et de différentes choses. Eh bien, eux, on les nourrissait bien parce qu'il fallait qu'ils travaillent. Nous, vous savez, on s'en fichait. Les déportés, c'était des stucs. On nous appelait des stucs, des morceaux. Donc, il n'y avait aucune qualification pour nous, hein. C'était plus facile de remplacer un déporté, une déportée, que de remplacer par une machine. La machine, elle, fallait l'acheter, fallait la soigner, il fallait la bichonner. Un déporté, on s'en fichait. Et il ne tenait pas le coup, ben, on le mettait au four crématoire, et puis voilà. Eh bien, si j'ai eu faim à Ravensbrück, je n'ai jamais eu aussi faim qu'à Lavalbao, puisque c'était ça. Alors ça, vous pouvez le noter dans vos écrits pour le concours. Ça, c'était affreux. C'était terrible. Heureusement que parmi nous, les déportés, il y avait cette amitié qui était là, cette solidarité. Ça, c'est ce qui nous a permis de tenir le moral et la solidarité. Et ça continue tout le temps. Vous savez, chez moi, c'est quelque chose de tellement naturel d'aider celles qui souffrent, celles qui n'en peuvent plus. Par un petit mot, par un petit geste. Vous savez, ça, c'était notre réconfort. Ça jamais je vais dire ça. Bien, moi j'ai été arrêtée. Je travaillais à la manufacture d'armes de Châtellerault, qui était sous direction allemande, mais déjà en 1940, je suis rentrée dans la résistance, dans un réseau qui s'appelait les francs-tireurs et partisans. Nous travaillions donc contre les Allemands par différents mouvements, par différentes actions, c'est-à-dire appeler la population à résister contre l'occupation allemande. Nous distribuions des tracts que nous rédigions nous-mêmes à la main à ce moment-là, parce que il n'y avait pas les machines modernes qu'il y a maintenant, et puis on n'était pas riches. Alors il fallait opérer avec les moyens du bord. Et puis, la résistance, c'était très important, et il fallait réfléchir, parce qu'on ne rentre pas dans la résistance comme ça, hein. Comment réagir lorsqu'on est sous direction allemande? Eh bien, nous avons dit, on va faire grève. Mais oui, faire grève en pleine occupation allemande, vous savez, il faut quand même réfléchir avant, hein. Et on a dit non, voilà, on va fixer un jour, qui était le 26 novembre 1942, et un camarade qui travaillait dans un atelier qui s'appelait le 33-33-10, ce camarade savait où se trouvait l'alimentation électrique, coupant toute l'alimentation des machines. Et voilà ce qui s'est passé. Ce camarade, qui s'appelle M. Marcel Fillot, un film a été tourné déjà à la manufacture, où il nous a expliqué que, sachant où se trouvait l'alimentation électrique en général, il a coupé l'alimentation, toutes les machines s'arrêtent. Enfin, avant, nous avions préparé quand même dans nos ateliers, puisque nous étions dispersés dans différents ateliers,
on avait préparé le personnel à cette grève, qu'il fallait quand même réussir. Alors, ça n'a pas été facile, mais enfin, on y est arrivé. Eh bien, à 15 heures, tout le monde avait pour mission de sortir de l'atelier et défiler dans les artères de la Manu, et puis aller se rencontrer avec les autres ateliers. Moi, je travaillais dans un autre atelier que le 33 bis. J'avais préparé verbalement les ouvriers qui travaillaient avec moi. Et puis, eh bien, lorsque les ouvriers du 33 sont arrivés, eh bien, on s'est joint à eux. Nous avons fait la jonction à un endroit donné, et puis nous sommes retrouvés. Il y avait environ plus de 2000 ouvriers qui travaillaient à la Manu à ce moment-là. Eh bien, nous étions au moins 1800 à 1900, hein, parce que je ne vais pas vous dire que tout le monde était sorti, mais il y avait bien 90% du personnel qui est sorti. On faisait masse devant les directions allemandes et françaises. Alors on se regarde, on se dit, qu'est-ce qu'on fait là? Tout d'un coup, on voit une mitrailleuse qui était braquée contre nous. On a dit, c'est pas possible, ils ne vont pas tirer sur nous quand même. Et bien, on s'est tous mis à chanter la Marseillaise. Alors, vous savez, chanter la Marseillaise, en pleine occupation allemande, devant la direction française et allemande, française qui était de complice, hein, puisque le directeur était un collabo. Eh bien, vous savez, ça fait impression. Nous-mêmes, on se disait, mais pourvu qu'ils ne tirent pas là-haut, qu'ils ne tirent pas sur nous, ma foi. Non, on a réussi à avoir une audience avec le directeur allemand et le directeur français. Et puis, bien, qu'est-ce qu'on a obtenu? Bien sûr, on n'a pas obtenu qu'il n'y ait plus de réquisition, ça, c'était pas possible. Mais on a obtenu que les listes ne soient plus affichées publiquement dans la cour de la Manu, mais que chaque individu serait prévenu individuellement, chez lui. Ce qui s'est passé quand même, et ce qui a permis à ces ouvriers de ne pas partir, et de se cacher, et ensuite, au bout de quelque temps, ils ont rejoint la résistance. Bien, vous savez, ça c'est une action qui a marqué dans la ville. Hein. Et puis, nous-mêmes, hein, quand on y repense, on se dit, mais c'est pas possible. Avoir 20 ans et puis faire une action pareille. Fallait vraiment vouloir agir contre l'occupation allemande. Ben, puis voilà, comme si on a été arrêté, c'est parce qu'il y avait un délateur parmi nous, qui travaillait avec nous, qui savait ce qu'on faisait, et qui nous dénonçait à la Gestapo. Sans quoi nous étions suffisamment vigilants, malgré notre jeunesse, et pour faire attention à toutes les actions que nous faisions. Mais en décembre 1942, il y a eu une première arrestation de 14 camarades FTP. Ensuite, ça a été notre tour, au mois de février. Puis après, la résistance, elle continue, hein, malgré les arrestations. Il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter. Et après, il y a encore eu des arrestations, mais la résistance, elle a continué jusqu'à la libération. Voilà une des actions les plus marquantes, si je puis dire, dans mon activité de résistante. Disons que la résistance, moi j'ai parcouru un assez long chemin pour arriver à la résistance, parce que vous comprenez bien que quand on rentrait dans la résistance, on n'en mesurait pas toujours tous les dangers, on n'en mesurait pas non plus tous les aspects négatifs de cette résistance, parce qu'on savait très bien qu'on risquait d'être arrêté. Et si on risquait d'être arrêté, selon les actions qu'on avait pu faire, en particulier ceux qui
ont fait des actions militaires, ont risqué la mort. Et ça, c'est une chose qu'on avait acceptée parce que, comme je vous le disais, on a parcouru un long chemin. Mais ce qui faisait peur, et moi j'avoue que j'ai eu peur aussi, avant même d'être arrêté, et en cas d'arrestation, c'est de savoir si on était capable de subir la torture et si on n'était pas capable, quelquefois, de lâcher des choses. Ça, c'était une hantise pour tous les résistants, quels qu'ils soient, même les plus courageux. Moi, j'ai parcouru disons que la résistance, chez moi, c'est un long chemin qui s'est fait, parce que je suis né en 1918, c'est-à-dire que j'ai bientôt 89 ans. Hein. Et donc, je suis rentré dans la production très tôt. J'ai eu mon certificat d'études à 13 ans et demi, et presque tout de suite, j'ai trouvé à rentrer en apprentissage, j'ai fait mon apprentissage dans le bâtiment. Hein. Et donc, j'ai parcouru ce long chemin de 1933, au moment de l'accession d'Hitler au pouvoir, jusqu'au moment où je suis parti à l'armée et où je suis rentré dans la résistance. Mais à l'époque, dès l'instant qu'on était dans les milieux ouvriers, hein, je ne comprenais pas tout, bien sûr, à l'âge de 15 ans, hein, mais on discutait politique, on discutait de l'accession d'Hitler au pouvoir, on discutait des mesures, parce qu'on savait quand même que c'était construit des camps de concentration, on connaissait la répression qui s'abattait en somme sur tous les démocrates en Allemagne, parce qu'on était quand même en liaison. Moi j'étais très tôt dans la politique, hein. En 1935 j'avais donné mon adhésion au Parti communiste, c'est-à-dire que très tôt j'étais branché directement avec les nouvelles qui se passaient. Hein. Et donc on suivait l'évolution de ce qui se passait en Allemagne, parce qu'il y avait des camarades quand même allemands, étudiants ou autres, qui étaient venus en France, avec lesquels on avait lié connaissance et qui, on apprenait par la suite qu'ils avaient été arrêtés. C'est-à-dire que lorsque l'occupation de la France s'est faite, on connaissait en somme où conduisait le nazisme. D'ailleurs, tous les écrits qui se faisaient à cette époque, en particulier Mein Kampf, ils concevaient que dans l'avenir de la grande Allemagne, qui s'appellerait d'ailleurs, ils avaient prévu que Berlin s'appellerait Germania, hein, et j'ai travaillé d'ailleurs dans une usine qui travaillait en prévision de Germania. Non, mais c'est dire que toute cette connaissance que nous pouvions avoir à l'époque lorsqu'on est dans la production, parce qu'en fait c'est ça, où vous êtes étudiant encore, hein, à votre époque, moi je travaillais, donc en prise directe, si vous voulez, avec tout ce qui se passait en France, avec les injustices, avec tout, et donc l'esprit de résistance déjà était là. Hein. Et c'est sûr que quand l'Allemagne a envahi la France comme elle avait envahi d'autres pays, on savait où nous menait cette chose-là. Et moi, qui avais, à l'époque, en 1940, j'avais déjà un enfant, j'en ai eu un deuxième en 1941, je ne pouvais pas concevoir, si vous voulez, que mes enfants, après la guerre, puissent considérer que leur père, en somme, était en dehors de tout, alors qu'ils savaient exactement, parce que tout le monde ne savait pas exactement où nous menait l'Allemagne. Et moi je le savais, et beaucoup comme nous savaient en somme ce qu'il en était et où nous conduisait en somme l'esprit nazi, cet esprit guidé en somme par la supériorité de la race, supériorité des individus, etc., la race aryenne. Hein. Donc c'est des choses qu'on connaissait. On ne pouvait pas concevoir d'être en dehors de tout. Si bien qu'en 1941, lorsque je suis revenu en somme de la zone libre, on l'appelle, puisque j'étais militaire encore en zone libre, et je suis rentré tout de suite dans la résistance avec tous les dangers que cela comporte. Dans les trajets là, que vous avez fait pour aller jusqu'au camp, dans les wagons, à bête là, il y en avait qui mouraient pendant le trajet? Ah ben, il y en a. Dans mon convoi, il y en a une qui est décédée, d'autres par la promiscuité, hein, parce que bon ben 3 jours dans un wagon, ben, l'être humain il a besoin d'autre chose. Hein. Eh bien, ils avaient mis une tinette, un grand bidon, au milieu du wagon. Alors, ben, à faire à mesure que les déportés avaient besoin, on allait toutes dans ce wagon.
Puis au bout d'un certain temps, le bidon était plein, et puis ça éclaboussait partout. C'était une puanteur terrible. Puis pas un brin d'air. Tout était bouclé. Et il y en a qui sont devenus folles. Pas pouvoir s'allonger, pas pouvoir s'asseoir. Donc on était debout tout le temps. Et puis certaines pensaient à leur mari, à leur fils, qui étaient arrêtés, dont certains avaient été fusillés. Nous, on était jeunes, on était célibataires, on pouvait mieux se raisonner, malgré que c'était difficile pour certaines. Je vous assure que c'était un voyage épouvantable, ça. Puis il y a eu des évasions, parce que il n'y avait pas seulement les déportés qui allaient à Ravensbrück, il y avait des hommes qui allaient, eux, soit au camp de Raymond, à Sachsenhausen, ou d'autres dans un autre camp, mais vers la direction de Berlin, puisque nous étions à 80 km de Berlin, et à 80 km à peu près aussi de la mer Baltique, où il y avait des camps partout. Alors, ça a été très dur, très pénible. Il fallait avoir le moral, il fallait conserver le moral tout le temps. Alors, je ne reviendrai pas sur le trajet, ce que vient de vous dire mon ami. Tous les déportés qui sont partis dans les camps de concentration, dans les conditions que vous connaissez certainement, parce que vous avez vu beaucoup de films, c'était des conditions épouvantables. Moi, je vais vous parler un peu de l'arrivée, parce que c'est ça qui a été terrible pour certains, c'est l'arrivée dans les camps de concentration. Quand on débarquait des wagons à bestiaux, après avoir fait 2-3 jours de voyage, dans ces conditions épouvantables, et là, les SS, avec leurs chiens, nous attendaient, et criaient comme des sauvages, quoi. Hein. Los, ça veut dire vite, 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 vite. Hein. Les SS qui étaient là, les soldats SS, tiraient les gens comme ça, parce que, vous savez, quand vous avez été pendant 3 jours dans des conditions debout dans les wagons, vous avez les jambes raides, etc., les gens s'écroulaient. Alors, les SS étaient avec leurs goumis tapés pour ceux qui étaient par terre, pour les faire relever. Donc c'était indescriptible un petit peu. Vous savez, vous voyez un troupeau de moutons, on accélère la cadence pour les faire sortir d'un camion, c'est pareil. Et là, ce n'était pas des moutons, les moutons, c'était nous. C'est-à-dire des êtres qui considéraient comme des êtres inférieurs. Et ça a été terrible pour beaucoup, de tomber, si vous voulez, un peu, lorsqu'on est parti de Compiègne, c'était encore, si vous voulez, on était encore dans un pays civilisé, même, excusez-moi, même si ce n'était pas une réalité, puisqu'il y avait l'occupation allemande, mais là, on tombait véritablement brusquement dans une autre planète, quoi. Une autre planète, parce que jamais on n'aurait pu imaginer la sauvagerie avec laquelle on était accueillis. Et je vous donne une petite anecdote. Il y avait un camarade de Villiers, là, ici, monsieur Cassin, qui avait 60 ans, lui. Et quand il est tombé du wagon, il avait sa petite valise, parce qu'il avait été arrêté en 1939, hein, et puis après il avait été arrêté à différentes occasions en 1941. Il avait cette petite valise, et parce qu'il avait été longtemps, en somme, interné en France. Et cette petite valise contenait, eh bien, tout son univers, si on peut dire. Et c'est quelque chose, hein, quand vous avez un objet précieux pour vous, hein. Bon, c'est quelque chose avec lequel vous tenez. Bien, lui, c'était précieux parce que c'était son nécessaire pour se raser, etc. Donc, il avait quelque chose qui tenait particulièrement. Et alors, sa valise était tombée un peu plus loin. Et il voulait la rattraper. Mais pour la rattraper, il y avait les SS qui étaient là, qui tapaient dessus, avec mon frère qui était déporté en même temps que moi. On l'a pris par le bras, mais il disait « ma valise, j'ai dit, laisse ta valise, pense à ta vie, quoi ». Mais il ne réalisait pas, hein, parce qu'il était vraiment dans un état second, quoi. Mais c'est pour vous donner, en somme, un peu l'idée dans laquelle on était tombé, dans cet enfer avec lequel on est tombé. D'ailleurs, je pourrais vous donner bien d'autres exemples, hein, parce qu'après, elle arrive au camp. Mais cet exemple où l'homme
est déphasé complètement, mais il essaie de se rattacher encore à la vie avec ce petit quelque chose, et lui et ce camarade, c'était sa petite valise, quoi, etc. Il a fallu faire face tout de suite. Et les hommes, si on peut dire, les plus aguerris, quoi, se sont emparés, en somme, avec rapidité, en somme, de cette situation pour solidairement essayer d'en sauver quelques-uns dans cette arrivée au camp de concentration, dont on pourra développer beaucoup plus longuement après. Celle qui perdait le moral, c'était fini. Pour elle, elle ne pensait qu'à manger. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je me rappelle toujours une camarade qui était intelligente puisqu'elle était professeure d'allemand, elle était bien. Elle ne pensait qu'à une chose, manger. On allait travailler en revenant. Quand on se disloquait des rangs, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ah ben oui, on mange ça, on mange une soupe de rutabaga. Ah ben je ne pouvais pas donner autre chose, qu'est-ce que j'ai fait? Ça c'était, sa hantise, c'était ça, manger. Il fallait se chasser ça un peu de la tête, parce qu'on savait qu'on avait que ça. Alors, il fallait se contenter de ça, ce qu'on avait. Comme je vous le disais tout à l'heure, on travaillait tous les jours, sauf le dimanche quand même, le SS avait quand même leur jour de repos. Mais comme vous le disiez, mon ami, ça arrivait souvent, il y avait des limites. Mais tout était très bien organisé, parce que les SS avaient leur propre entreprise. Et là, il y avait les commandos de travail qui partaient tous les jours, bien sûr, pour le travail. Je vous ai montré d'ailleurs quelques photos que j'avais là, les déportés qui partent au travail. Mais lorsque nous partions dans un commando extérieur au camp, c'était le matin très tôt, hein, parce qu'il y avait d'abord le réveil très tôt, vers 4h30, 5h. Et en principe, après l'appel, à 7h, on devait être parti au travail. Donc il y avait les commandos de travail qui sortaient du camp, et lorsque le commando sortait avec, si vous voulez, 40 ou 100 personnes, etc., accompagnés par les SS et leurs chiens, le SS qui se trouvait à l'entrée du camp et qui comptabilisait le nombre de déportés qui sortaient. Et le soir, on comptabilisait également le nombre de déportés vivants. Voilà, c'était comme ça. Mais les morts étaient dans des charrettes qui étaient traînées par le commando et qui figuraient à l'appel. Parce qu'il fallait qu'à chaque appel, les déportés vivants et morts soient à l'appel. Et donc on soutenait les morts, bien sûr, et lorsque l'appel était terminé, on les lâchait et il y avait des corvées en fait, qui ramassaient les morts pour les transporter au four crématoire. C'était comme ça. Enfin, il y avait avant le four crématoire, il y avait un endroit sous la pathologie, parce qu'ils servaient aussi des cadavres pour faire des expériences médicales, sous la pathologie où il y avait des milliers de cadavres. Mais c'était comme ça. Hein. Mais les journées de travail étaient très très dures, selon évidemment les endroits où on se trouvait, même en usine. Il ne faut pas croire, souvent les camarades, parce que moi j'ai toujours été ce qu'on appelle les commandos extérieurs. Ça s'appelait le bas au commando. Le bas au commando, c'était pas une dérision du beau commando, c'est-à-dire un commando meilleur que d'autres, non. Le bas au commando s'expliquait parce que c'était le commando qui faisait tous les travaux extérieurs. Quand il y avait par exemple les maisons des SS qui ont été construites à la bord du camp, il y avait des équipes de maçons, de couvreurs, de menuisiers, etc., qui allaient travailler là. D'autres allaient travailler dans le déchargement des péniches, et déchargement de ciment, de sable, etc. Bon, mais ça pourrait apparaître, tous ces travaux extérieurs, terrassement, etc., comme des travaux qu'on peut supporter. Hein. Mais ce qui était insupportable, c'est parce qu'il y avait le manque de nourriture. Hein. Manque de nourriture qui faisait que les déportés maigrissaient en général de 20 à 30 kilos, quelquefois, dans les 3 mois ou 6 mois qui suivaient la déportation. Et il y avait d'ailleurs énormément de morts dans les premiers jours de la déportation, parce qu'il y avait ce manque de nourriture.
d'une part. Par exemple, les SS qui louaient les déportés pour des entreprises extérieures, ou même pour leur propre entreprise, et quand ils louaient les déportés pour aller travailler dans des usines des industriels allemands, ils louaient 7 marques par jour. Le déporté était loué 7 marques. Et sur ces 7 marques que les industriels payaient en somme au SS, à la direction SS, il y avait 6 pfennig qui étaient retenus pour la nourriture et 3 pour les vêtements. C'est dire que c'était vraiment minime. Mais encore, si cette nourriture avait été distribuée normalement, ça aurait peut-être permis une survie un petit peu plus longue, mais entre-temps, cette nourriture était avant d'être distribuée, était rognée par les petits larcins qui étaient faits. Donc des circulaires qu'on retrouve d'ailleurs dans les archives et qui avaient tendance à vouloir, en somme, améliorer le sort des déportés. Mais ça a duré pendant 15 jours, 3 semaines, un supplément de nourriture. Et puis après, ça a recommencé la même chose. C'est-à-dire que ce n'était pas par humanité que les industriels demandaient un supplément de nourriture, mais c'était parce qu'ils en avaient besoin pour le renom, en somme, de leur usine. C'était pas toujours facile, parce que, avec la nourriture que nous avions, on avait la dysenterie. Et puis, il y avait toujours des bruits. Il fallait toujours... la sirène a sonné à 3h30 du matin, hein, puis on n'était pas couché avant 9h30 et 10h le soir. Et puis dans quelles conditions? Ça, c'était... Le repos, c'était pas possible. Très peu, toutefois. Et puis... Puis les conditions dans lesquelles on était couché. C'était des paillasses. C'était même pas de la paille, hein, c'était inimaginable. Puis l'étroitesse des lits, comme je vous disais, on couchait tête bêche. Parce qu'on était tellement nombreuses. Il fallait faire comme ça. Il y avait le froid. Et le froid. Et quelquefois, ça arrivait parce qu'il y avait bien sûr les poux, comme vous disiez, ça pullulait. Ils décidaient par exemple de faire une désinfection pour les poux en pleine nuit. On vous réveillait, on vous mettait nu. Dehors Dehors, par tous les temps. Et puis on emmenait les vêtements à la désinfection. Et puis sur le matin, bon, on nous ramenait des vêtements. En attendant, on était tous dehors, par n'importe quel temps, et dans des conditions épouvantables. Lorsque nous sommes arrivés, après ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'arrivée des wagons, nous sommes arrivés à l'entrée du camp, et à l'entrée du camp, il y avait un déporté qui était là, qui, soi-disant, on a supposé qu'il avait volé un rutabaga. Et donc, il était condamné à mort pour avoir volé un rutabaga. Mais c'était une mort lente. Hein. Et alors, ce déporté, je le vois encore, qui se trouvait sous le mirador des SS, hein, et les SS commandaient au capot d'arroser d'eau cet homme. C'était dit, est-ce que c'était un Ukrainien, un Polonais, j'en sais rien. Pour moi, c'était un homme. Hein. Et ça, c'était une révolte dans mon fort intérieur quand j'ai vu de la façon qu'était traité cet homme, qui avait de la peine à pouvoir ramasser son rutabaga. Les SS qui l'arrosaient d'eau, il y avait moins 10. Hein. C'est dire, il était torse nu, et dire les conditions épouvantables. Hein. Moi donc, ça a été la première vision du camp, et c'est là que j'ai vu que nous rentrerions en somme dans un camp où, en somme, rien n'était épargné à l'homme, et que l'homme ne comptait absolument pas. Nous étions des individus à exterminer dans des conditions les plus épouvantables. Et cet homme qu'on a vu pendant un certain temps, parce qu'on attendait pour pouvoir entrer à la désinfection, hein, il était tremblant, il paraît qu'il a mis 2 jours pour mourir comme ça. On laissait mourir au pied comme ça. Dans les camps, c'était pratiquement impossible, mais il y a eu, si vous voulez, la révolte en somme pour la dignité. Par exemple, vous aviez les commandos, les sondaires commandos. Les sondaires commandos, c'est ceux qui étaient au four crématoire pour mettre les cadavres, évidemment, dans les fours.
Et périodiquement, souvent tous les 3 ou 4 ou 6 mois, le sondaire commando, qui quand on sentait, il était quand même, c'est pas rien qu'il y avait un travail comme ça, donc les hommes étaient un petit peu révoltés, etc. Et il y a eu des révoltes qui sont faites au travers ces choses-là. Il y a eu aussi la révolte de Sobibor, hein, qui a été organisée, c'était en 1943, je crois, hein, le camp de Sobibor, qui se trouve, qui était un petit peu, un peu comme Auschwitz, quoi. Sobibor, Auschwitz, c'était des commandos d'Auschwitz. Et donc il y a eu aussi des révoltes. Il y a eu des révoltes individuelles aussi, hein, qui étaient automatiquement condamnées. Et les révoltes individuelles aboutissaient en général à la mort, ou tout au moins à des conditions de torture difficiles.